Il y a 11 ans, dans les collines brûlées par le soleil du sud de la Turquie, un groupe de personnes a érigé des piliers de calcaire qui n'auraient pas dû exister. Nous appelons leur monument Göbekli Tepe et il demeure le plus ancien complexe de temples connu sur Terre. Il y a 400-500 ans, sur les rives du Nil, une civilisation qui ne cesse de nous émerveiller a construit les grandes pyramides de Gizeh, 2 monuments distants d'un 500 km, séparés par plus de 7 millénaires. Pendant la majeure partie de l'histoire, ces 2 mondes ne semblent avoir en commun que la pierre et l'ambition. Puis l'ADN ancien est entré en scène. Les scientifiques ont commencé à extraire et à séquencer du matériel génétique provenant de restes humains enfouis dans l'ancien Proche-Orient et en Afrique du Nord. Et ce qu'ils ont découvert, tapis dans ces ossements, c'était quelque chose d'inattendu, un lien. Non-mythologique, non-architectural, biologique, traçable, réel. L'histoire qu'elle raconte sur qui étaient ces personnes et où elles sont allées s'avère être l'une des plus extraordinaires de toute l'histoire de l'humanité. Pour comprendre ce que l'ADN nous révèle sur le lien entre Göbekli Tepe et l'Égypte antique, il faut d'abord appréhender simultanément ces 2 mondes et ressentir pleinement le poids de la distance qui les sépare. Göbekli Tepe se situe dans la région de Şanlıurfa, au sud-est de la Turquie. Ses couches les plus anciennes remontent à environ 1100 ans. Les peuples qui l'ont bâti ne possédaient ni écriture, ni outils en métal, ni poterie. Selon tous les critères conventionnels de ce que nous appelons civilisation, ils n'auraient pas dû être capables de réaliser ce qu'ils ont construit. Et pourtant, l'édifice est là. D'imposants piliers de calcaire en forme de T, certains atteignant près de 6 mètres de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes, sont disposés dans des enceintes circulaires précises et sculptées avec une habileté extraordinaire. Renards, vautours, scorpions, sangliers sculptés dans la pierre avec une assurance et un art qui continuent d'émerveiller les archéologues. L'Égypte antique n'a plus besoin d'être présentée. Les pyramides de Gizeh construites il y a environ 400-500 ans demeurent parmi les structures les plus célèbres au monde. La civilisation qui les a produites était alphabétisée, agricolement sophistiquée, hiérarchisée et capable de coordonner le travail et les ressources à une échelle qui impressionne encore les ingénieurs modernes. Le récit classique de la façon dont l'Égypte y est parvenue se déroule à peu près comme suit. L'agriculture s'est répandue vers l'ouest et le sud depuis ses origines dans l'ancien Proche-Orient. Les populations ont migré, emportant avec elles les connaissances agricoles au Levant et finalement dans la vallée du Nil. Au fil des millénaires, ces communautés ont gagné en complexité et de cette complexité est finalement née la civilisation pharaonique. Ce récit n'est pas faux, mais il est incomplet. Car cette vision appréhende le développement de l'agriculture comme la propagation d'une idée telle une rumeur de groupe en groupe, tandis que les populations restaient majoritairement sédentaires. L'ADN ancien a démontré que la réalité est tout autre. Ce ne sont pas seulement les connaissances qui ont circulé, mais bien les personnes. Des personnes génétiquement identifiables porteuses de leur ascendance à travers les paysages, les générations et les siècles. Et l'une des populations génétiques les plus distinctives et les plus faciles à retracer, celle que les chercheurs en ADN ancien identifient comme la lignée des agriculteurs néolithiques anatoliens, était précisément centrée sur la région qui a donné naissance à Göbekli Tepe. C'est le fil conducteur de cette histoire. Non pas une ligne droite, non pas un simple héritage, mais un véritable parcours biologique traçable depuis un sommet calcaire du sud de la Turquie jusqu'aux rives du Nil. Et ce qu'il révèle sur les racines profondes de la civilisation humaine est véritablement extraordinaire. Lorsque les chercheurs spécialisés dans l'ADN ancien ont commencé à extraire et à séquencer du matériel génétique provenant de restes humains à travers l'ancien Proche-Orient, l'une des premières choses qui les a frappés a été à quel point les populations étaient différentes les unes des autres. Des populations vivant à proximité géographique séparées par aucune grande chaîne de montagnes ni désert infranchissable, se sont révélées porteuses de signatures génétiques significativement différentes. Les agriculteurs anatoliens, les populations levantines au sud, les habitants des monts Zagros à l'est. Voisins au sens le plus large, mais porteurs d'histoires profondément distinctes inscrites dans leur ADN. La lignée des agriculteurs néolithiques anatoliens est le nom que les chercheurs donnent à la population génétique ancrée dans ce qui est aujourd'hui le sud et le centre de la Turquie. Leur signature ancestrale est suffisamment spécifique pour être identifiable des milliers d'années plus tard dans l'ADN de populations très éloignées de leur terre natale. Lorsqu'on la trouve dans un squelette ancien, on apprend quelque chose d'important sur l'origine des ancêtres de cette personne et sur la date de leur migration. Le lien avec Göbekli Tepe est direct.
Les preuves génétiques ne révèlent aucun fondateur caché, aucune ascendance extérieure anormale coïncidant avec l'émergence du site. Les bâtisseurs étaient des descendants de populations ayant vécu dans cette région des milliers d'années avant même l'érection du premier pilier. Leur ADN ne porte aucune trace d'influence mystérieuse, aucun signe d'une civilisation extérieure venue enseigner ou diriger, seulement une lignée locale profonde et ininterrompue, accomplissant quelque chose de remarquable selon ses propres termes. Mais qui étaient ces gens concrètement? L'archéologie répond à cette question avec une clarté saisissante. Ils n'étaient ni de purs chasseurs-cueilleurs, ni des agriculteurs au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils occupaient une position intermédiaire extraordinaire, au cœur d'une des transitions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Des dizaines de milliers de lames de fossiles découvertes sur le site témoignent d'une culture céréalière intensive et répétée. La présence de meules et de mortiers confirme la transformation des céréales à grande échelle. Les restes d'animaux révèlent les premiers signes d'une gestion de la faune sauvage tendant vers la domestication. Les structures elles-mêmes, dont certaines ressemblent fortement à des habitations permanentes, suggèrent des personnes qui avaient l'intention de s'installer durablement. Il s'agit d'une population en mouvement, pas physiquement pas encore, mais économiquement et socialement. Une communauté qui accumule des connaissances, affine ses techniques, développe les capacités organisationnelles qui finiraient par porter leur gènes et leur compréhension accumulée bien au-delà des collines du sud de la Turquie. C'est là que cette histoire commence à se tourner vers l'Égypte en retraçant leur parcours et ce qu'ils ont emporté avec eux. La diffusion de l'agriculture dans le monde antique ne fut pas un processus silencieux et invisible. Ce transport était assuré par des populations de véritables communautés se déplaçant sur des générations à travers de véritables paysages, à un rythme si lent qu'aucun individu n'aurait pu en saisir l'ampleur. L'ADN ancien nous a permis d'observer ce mouvement d'une manière inédite, et ce qu'il révèle, c'est l'existence d'une population. Ils se sont étendus simultanément depuis l'Anatolie dans de multiples directions, laissant leur empreinte génétique dans les os des peuples qui leur ont succédé. Le mouvement vers l'ouest est le mieux documenté des deux. Au fil des millénaires qui ont suivi la construction de Göbekli Tepe, l'agriculture s'est répandue en Europe et les agriculteurs anatoliens l'ont suivi. Ils n'ont pas simplement exporté une idée, ils ont migré physiquement se mêlant aux populations de chasseurs-cueilleurs mésolithiques qu'ils ont rencontrées, et laissant un héritage génétique qui perdure encore aujourd'hui chez les Européens modernes. L'ampleur de cette contribution est considérable. Une part importante de l'ascendance des populations vivant actuellement en Europe remonte précisément à cette source. Les bâtisseurs de Göbekli Tepe sont au sens biologique le plus strict, parmi les ancêtres d'une grande partie du monde occidental. Mais ce mouvement ne s'est pas limité à l'ouest. Les données génétiques indiquent également une dispersion vers le sud et le sud-ouest. Des ancêtres d'origine anatolienne apparaissent dans des restes anciens du Levant, de la côte orientale de la Méditerranée et finalement plus au sud et à l'ouest en Afrique du Nord. Cet itinéraire est facile à retracer sur une carte. Le corridor lévantin, cet arc de terre reliant le sud de la Turquie à la péninsule du Sinaï en passant par la Syrie, le Liban et Israël actuel, fonctionnait comme une voie de passage génétique naturelle. Les populations qui se déplaçaient le long de cette rivière n'avaient pas besoin d'entreprendre un seul voyage spectaculaire. Elles migraient progressivement génération après génération. Communauté après communauté s'installant, se mélangeant puis se déplaçant à nouveau. La chronologie est essentielle. Il ne s'agissait pas d'un afflux soudain de population arrivant aux portes de l'Égypte, mais d'une lente accumulation d'ascendance s'étalant sur des milliers d'années. Bien avant l'époque des pyramides, bien avant le premier pharaon, bien avant ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation égyptienne. Ce qui est arrivé dans la vallée du Nil n'était pas une population conquérante, mais un apport génétique absorbé par les communautés existantes au fil des siècles, devenant une partie du fondement biologique sur lequel tout ce qui a suivi a finalement été construit. Les peuples qui ont transporté ces ancêtres vers le sud ignoraient qu'ils écrivaient l'histoire. Ils se déplaçaient simplement comme l'ont toujours fait les humains en quête de terre, d'eau et de nouvelles perspectives. Pendant la majeure partie de son histoire, l'Égypte antique a gardé ses secrets génétiques aussi jalousement que tout le reste. Le climat aride de la vallée du Nil a permis une conservation extraordinaire des corps. L'ADN se dégrade même dans des conditions idéales et pendant des décennies. La perspective de récupérer du matériel génétique fiable à partir de momies égyptiennes a semblé lointaine. Puis la science a rattrapé son retard, et lorsqu'elle l'a fait, les découvertes faites par les chercheurs au sein de ces vestiges antiques ont bouleversé notre compréhension des origines de la civilisation égyptienne, une compréhension qui continue d'évoluer.
L'étude la plus significative date de 2017, lorsque des chercheurs ont réussi à séquencer l'ADN ancien de restes momifiés retrouvés à Abu Sir el-Melek, un site de Moyenne-Égypte dont les archives funéraires couvrent plus de 1000 ans d'histoire égyptienne antique. Les résultats étaient frappants. Les anciens Égyptiens présentaient une forte affinité génétique avec les populations du Proche-Orient et d'Anatolie, plus marquée, et ce détail est important, qu'avec les populations d'Afrique subsaharienne. Les personnes enterrées à Abu Sir el-Melek possédaient une ascendance importante issue du même vaste monde génétique qui avait produit les agriculteurs néolithiques de l'ancien Proche-Orient. Ce constat n'était pas totalement inattendu pour les généticiens qui observaient le mouvement vers le sud des populations d'ascendance anatolienne à travers le corridor levantin. Mais sa confirmation dans des restes égyptiens a donné à cette migration une destination concrète. L'apport génétique n'était pas superficiel, il était fondamental. Ce texte retrace l'histoire des peuples ayant vécu, travaillé et péri dans la vallée du Nil des milliers d'années avant l'époque des pyramides au Néolithique, période où l'agriculture s'implanta en Égypte et où les établissements permanents commencèrent à remplacer les modes de vie nomades d'antan. Cela nous apprend que la population de l'Égypte antique n'a jamais été génétiquement isolée. Elle était le fruit de brassage, de migration et de la convergence de multiples lignées ancestrales pendant des millénaires dans l'un des lieux géographiquement les plus stratégiques de la planète. Et parmi ces lignées identifiables et spécifiques figurait celle des agriculteurs néolithiques anatoliens. Cette même population génétique était concentrée dans la région de Göbekli Tepe. 2 points méritent d'être soulignés. Premièrement, il ne s'agit pas d'une revendication d'identité raciale ou d'appropriation culturelle. La civilisation n'est pas la propriété d'une lignée en particulier. Deuxièmement, et c'est tout aussi important, le lien génétique n'implique pas une transmission directe d'idées ou de pratiques. L'ADN révèle que les peuples ayant bâti l'Égypte antique partageaient une ascendance biologique significative avec ceux dont le monde a vu naître le premier complexe de temples connu sur Terre. Ce n'est pas un détail. La génétique seule ne suffit pas. Elle ne suffit jamais. Ce qui rend le lien entre Göbekli Tepe et l'Égypte antique véritablement fascinant, c'est que le fil conducteur biologique se mêle à quelque chose de tout à fait différent. Un ensemble de parallèles symboliques et culturels qu'il est difficile d'ignorer une fois qu'on commence à les rechercher. Commençons par les animaux. Les surfaces sculptées des piliers de Göbekli Tepe sont dominées par un ensemble spécifique de créatures vautours, serpents, scorpions, sangliers, renards, grues. Il ne s'agit pas de choix décoratifs faits au hasard. Ils revêtent une importance symbolique renvoyant à une mythologie organisée autour de la frontière entre la vie et la mort, le sauvage et l'humain, le monde naturel et ce qui se trouve au-delà. Or, il convient de noter que les vautours occupent une place centrale dans l'iconographie religieuse de l'Égypte antique. La déesse Nekhbet, l'une des plus anciennes divinités protectrices du panthéon égyptien, prend la forme d'un vautour. Les serpents sont omniprésents dans la mythologie égyptienne avec une persistance et une complexité que l'on ne retrouve que dans presque aucune autre culture du monde antique. Les scorpions figurent parmi les plus anciennes icônes royales d'Égypte, notamment dans le nom de l'un des souverains prédynastiques connus sous le nom de Scorpion Ier. Ces recoupements sont peut-être fortuits, mais ils existent au sein d'un paysage culturel dont l'ADN nous révèle aujourd'hui qu'il était biologiquement connecté. Il y a ensuite la tradition des piliers elles-mêmes. Les piliers en forme de T de Göbekli Tepe, dont certains portent des bras et des mains sculptés suggérant des figures anthropomorphes, représentent une colonne symbolique abstraite dotée d'une profonde signification rituelle. Le pilier Djed égyptien plus tardif associé à la stabilité et à la colonne vertébrale d'Osiris appartient à une tradition plus vaste du Proche-Orient ancien, celle des formes verticales sacrées qui véhiculent des significations bien au-delà de leur forme physique. Les formes spécifiques diffèrent. L'impulsion sous-jacente de donner une expression physique permanente à une signification spirituelle abstraite dans la pierre est commune aux deux mondes. Le culte des ancêtres et le traitement rituel des crânes bien documentés à Göbekli Tepe et dans l'ensemble du Proche-Orient néolithique se retrouvent dans les traditions funéraires égyptiennes où la préservation et la commémoration des morts ont occupé le centre de la vie religieuse pendant 300 ans. Rien de tout cela ne prouve une transmission culturelle directe. Un développement parallèle est toujours possible. Des langages symboliques similaires peuvent émerger indépendamment d'expériences humaines similaires liées à la mortalité, à la nature sauvage et à l'inconnu. Mais les preuves génétiques changent la donne. Lorsque les peuples porteurs de ces traditions symboliques ont eux-mêmes migré vers le sud pendant des millénaires, la possibilité de transmission devient plus qu'une simple spéculation.
Ce que l'ADN a discrètement démantelé, c'est l'idée que les grandes civilisations du monde antique se sont développées isolément, que l'Égypte était l'Égypte et l'Anatolie était l'Anatolie, et que l'histoire de chacune n'appartenait qu'à elle-même. Les données génétiques racontent une autre histoire, une histoire plus complexe, plus riche, plus humaine, celle de populations en mouvement qui transportent leur ascendance et leurs connaissances accumulées à travers les paysages et les générations, se mélangeant, s'installant et se déplaçant à nouveau, laissant des traces dans les os des peuples qui leur ont succédé. La lignée des agriculteurs néolithiques anatoliens n'est pas une simple note de bas de page dans cette histoire, elle en est l'un des fils conducteurs centraux. Une population génétiquement identifiable ancrée dans la région qui a donné naissance à Göbekli Tepe, dont les descendants se sont répandus vers l'ouest en Europe et vers le sud en direction du Nil, contribuant de manière significative aux fondements biologiques de civilisation qui allaient plus tard émerveiller le monde. Il ne s'agit pas d'une revendication de supériorité ou de propriété. C'est simplement ce que les faits démontrent. Les peuples ont migré, leurs gènes les ont accompagnés. Et les civilisations qui ont finalement émergé au terme de ces migrations portaient en elles une part de leur monde d'origine. C'est aussi la démolition discrète de la théorie de la civilisation perdue. Graham Hancock et d'autres ont soutenu qu'une population fondatrice sophistiquée aujourd'hui disparue avait disséminé dans le monde antique des connaissances et des techniques. L'ADN rend cet argument intenable. Il n'existe aucune population fantôme dans les archives génétiques, aucune ascendance anormale, aucun signal caché pointant vers une mystérieuse source extérieure. Ce que les preuves démontrent, c'est plutôt l'existence d'un monde ancien interconnecté où des populations humaines réelles, identifiables et entièrement humaines ont véhiculé des idées et des traditions sur de véritables distances et au fil du temps. L'explication n'a jamais été surnaturelle. Il s'agissait toujours de migration. Ce que l'ADN ancien a rendu possible pour la première fois, c'est la possibilité de suivre non seulement le mouvement des objets ou des styles architecturaux, mais aussi le mouvement des populations elles-mêmes. Retracer la lignée biologique d'une communauté spécifique dans un paysage spécifique jusqu'aux populations qui ont hérité de ce monde des milliers d'années plus tard. Voilà un type de connaissance historique véritablement nouveau. Et ce que cela révèle sur la relation entre Göbekli Tepe et l'Égypte antique, c'est que ces deux mondes n'étaient pas des étrangers liés uniquement par la pierre et l'ambition, au sens propre biologique et traçable du terme. Les peuples qui ont érigé ces piliers de calcaire dans le sud de la Turquie et ceux qui ont finalement construit le long du Nil appartenaient à la même longue histoire humaine. Par-delà la distance et les années, ils étaient une famille. Revenons un instant à ces deux monuments. Des piliers de calcaire s'élevant d'une colline du sud de la Turquie vieux de 1100 ans. Les pyramides de Gizeh dressées aux portes du Sahara, construites il y a 400-500 ans. La distance qui les séparait dans le temps et l'espace semblait autrefois absolue. Elle ne l'est plus. L'ADN ne nous dit pas que les habitants de Göbekli Tepe ont construit l'Égypte. Ce que cela nous apprend, c'est que leur monde, leurs gènes, leurs traditions symboliques, leur savoir accumulé sur la manière d'organiser les communautés autour d'un élément sacré et partagé, ont voyagé vers le sud de génération en génération à travers le corridor levantin et jusque dans la vallée du Nil, devenant ainsi une partie du fondement biologique et culturel sur lequel s'est finalement construite l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. La science n'a pas amoindri cette histoire, elle l'a considérablement enrichie. Et le plus extraordinaire, c'est que depuis le tout début, il s'agissait avant tout d'une histoire humaine. Si cette découverte vous a paru intéressante, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.